Marc, je te laisse la parole. Ça va, ça c'est pour communiquer. Marc. Ouais. Attends, faut que tu me On va rester debout. C'est bien entre nous deux. Donc bonsoir. Bonsoir, merci d'être présent aujourd'hui. Un mercredi soir à Paris, pendant les vacances de Pâques, tout ça. Et surtout pour assister à un afterwork du Bloc National. Donc pour le coup, c'est notre deuxième afterwork. On en a fait un le mois dernier. Et on va en faire plusieurs derrière. C'est sur les 9 piliers du programme. Nous avons 9 piliers que vous voyez devant vous, qui sont sur le programme de 2022. Qui va être évidemment, on va le mettre à jour pour les élections de 2026. Et aujourd'hui, spécifiquement, c'est sur le thème des municipalités et des villes et des villages de demain. L'important de ces afterworks, justement, c'est pas des conférences, hein, c'est des discussions. Donc, vous voyez, on est en petit comité réduit, voilà, c'est cosy. Donc, c'est fait exprès, c'est pour que vous puissiez, vous aussi, prendre la parole, parler, discuter, poser des questions, comparer, débattre, tout ce que vous voulez. La parole est à vous, en fait. Donc, on a effectivement un intervenant de qualité avec nous, Antoine, qui est également membre du blog, je le laisserai se présenter après, et qui est un spécialiste du sujet, et comme ça, ben, au moins, on a quelqu'un qui sait de quoi il parle. Voilà. Merci. Sur ces belles paroles, ben, je vous propose, comme c'est un afterwork et on est dans un environnement plutôt chill et tout ça, je vous propose de commencer par un petit icebreaker, brise-glace, pour ceux qui parlent français. Donc c'est 2-3 questions pour voilà, vous inhiber un petit peu et désinhiber et commencer voilà, à parler. Donc, première question, n'hésitez pas à répondre, hein, allez-y. Joe par exemple ici il répond à chaque fois, à côté de la plaque où il répond. Je vais me taire. À votre avis, que fait un maire, Raïs Baladiye, au Liban? Et surtout, que ne peut-il pas faire? J'ai jamais entendu parler de ce qu'il fait et ce qu'il fait pas. Je sais qu'on l'ait dit, et après je ne sais pas ce qu'il fait. Est-ce qu'il a les pouvoirs ou pas, je ne sais pas. Il y a des papiers. C'est lui qui fait les papiers. Parfois avec les papiers, oui. Donc, Ouais, il y a des papiers. petite mairie. C'est pas loin, c'est pas loin. En fait, un maire au Liban est censé gérer les affaires locales. C'est le rôle d'un maire. Hein. L'urbanisme, la voirie, la propreté, la sécurité, délivrance de certains permis, de certains documents. Mais en réalité, il est assez bridé par un système qui est très centralisé. Beaucoup de décisions locales doivent être validées par le Conseil des ministres. Comme on pense, par exemple, à un système d'aménagement, ce genre de choses, c'est très bridé par le Conseil des ministres. Au final, il a des pouvoirs, mais pas tant que ça. Deuxième question. Pourquoi est-ce qu'on n'a toujours pas un vrai cadastre de plan de zonage à l'échelle du pays? Est-ce que c'est par confession ou par les normes? C'est quoi cadastre? Cadastre, c'est un document qui délimite les propriétés de chacun et chacune. Donc, c'est un plan qui dit à qui qui délimite une parcelle de terrain et qui associe un numéro et associe à ce numéro le ou les propriétaires. Ça existe. Voilà, c'est du foncier. J'ai voulu ne pas utiliser le mot scientifique, mais ouais. Ça existe, mais je ne sais pas si c'est pas tout. Les cadastres, un plan de zonage, tout ça. En fait, l'État n'a jamais imposé un plan d'aménagement national. Et beaucoup de terrains appartiennent à des entités religieuses ou privées qui sont relativement intouchables. Donc, le résultat, vous le connaissez, hein, et on le voit au quotidien, c'est une urbanisation assez anarchique. Sans plan défini aussi. Une troisième question. Est-ce que vous pensez que les municipalités sont condamnées à l'inaction à cause de ce système? Ou qu'elles peuvent, malgré tout, changer les choses? Elles peuvent, elles ne le font pas. Elles peuvent, mais elles ne le font pas. Non, on pourrait peut-être les aider. On est peut-être un peu à mort en tant que citoyens. Ils sont là, on est là. Il n'y a pas de réunion municipale, il n'y a pas de... Est-ce qu'il y a un conseil municipal, par exemple? Il y en a quand ils ont la capacité de le faire et quand ils veulent le faire. En fait, sans trop divulguer le contenu de la conférence, hein, il y a des exemples qui montrent que la volonté politique locale et que l'engagement citoyen avec une vision claire peuvent faire une différence. Et même dans un cadre légal qui est
très centralisé, qui contraint énormément. Ce n'est pas simple, mais c'est toujours possible. D'ailleurs, ça, une question, c'est la question elle est parfaite. Si vous étiez Mokhtar, Raïs Baladi, maire, et quelle serait votre première décision? Démission. Réunir ceux qui veulent venir. Quel de demander un peu savoir ce que les gens veulent. Quelles sont les doléances. L'autre, ce serait quoi? Tout à fait pareil. Moi, j'appelle ça une réunion. C'est une sorte de congrès à la sens qu'on veut, hein, pour écouter les gens et savoir ce qui se passe. Et d'écouter à lui d'avoir ses problèmes à lui. Et je pense ce qui se fait pas souvent, c'est en fait les responsables baladiers peuvent être aussi des sortes de managers, c'est-à-dire que on a tellement de têtes pensantes en fait au Liban, on a des profils de tout genre, et de créer une sorte de, en fait, d'organisme informel, mais organisme en fait pour que les gens, en fait, chaque spécialité puisse imposer des programmes, en fait, construire quelque chose qui est local et pouvoir traiter plusieurs dossiers en même temps. Ok, pour Philippe, super. Une dernière question, moins ouverte, un peu plus sur les chiffres. À votre avis, quel est le pourcentage de participation aux dernières élections municipales? On va commencer par la France. En France, on peut comparer. 50. Combien? 50. Plus. 66. Je pense que on y va. Je dirais 30. C'est pas moi. En 2020, c'est 44%. 44%. Et l'abstention continue d'augmenter en France. Et au Liban, la dernière élection était en 2016. 25. 89. 89, 50. Bon, c'est plus élevé que les élections législatives. Et oui, c'est un peu plus élevé que les élections législatives, mais bon, c'est pas toujours très enthousiasmant non plus. Hein. Et ça varie énormément par région. L'abstention monte également, entre 45 et 60%. Ah oui. En fonction des régions. Ça compte la diaspora ou pas? Ah, certainement, les municipales. Voilà, parce que donc, c'est ça. C'est uniquement ceux qui sont au Liban qui ceux qui C'était en 2016. Maintenant, il y en a beaucoup qui se déplacent. Il y en a qui se déplacent. Comme toi, par exemple. Un titre d'exemple, un Beyrouth, 20%. 20% de participation à Beyrouth, c'est pas énorme. Et par contre, Jounier, 60%. Après, c'est pas le même nombre de personnes. Et voilà. Ralbach, 40%. Tripoli, 26%. Et puis, c'est dans les villages où les gens votent le plus. À Beyrouth, il y a un maire de Beyrouth. Oui, il y a un maire et il y a son équipe. Un seul maire. Personne. Contrairement à Paris, où c'est des maires d'arrondissement, Beyrouth est une seule entité en liste fermée pour l'instant. Pour l'instant. Bon, on va laisser. Donc voilà, maintenant on va laisser la parole à notre intervenant et à vous. Merci. Merci. Bonsoir tout le monde, merci beaucoup pour votre présence. Je me permets de commencer par une présentation d'Antoine Ratalla et ensuite nous passerons aux différents sujets que nous allons aborder aujourd'hui. Donc Antoine est un architecte urbaniste qui a d'abord fait une licence à l'EUI avec une spécialisation archéologie avant de poursuivre un master en architecture en France. En urbanisme, pardon, en France, excuse-moi. Et il est chef de projet au sein de l'agence HDZ depuis 2021. Parallèlement à sa carrière, il a toujours été activiste au Liban, et surtout ce qui concerne la préservation du paysage urbain et architectural au Liban. Il est notamment vice-président de l'ONG Save Beirut Heritage et a participé à plusieurs mobilisations citoyennes, notamment contre la construction de l'autoroute Fouad Botros à Chafi, donc celle qui est à côté de la Bessé pour ceux qui voient, le projet du barrage de Bessé ou encore les projets immobiliers menaçant les sites patrimoniaux et les salines comme le monastère de Deir Natura Alif. Par ailleurs, il est également l'auteur de Beyrouth Panoramique, qui est une publication parue entre 2018 et rééditée en 2024. Il s'agit d'une série de panoramas photographiques datant de 1870, 1910 et 1952, qui illustrent les transformations urbaines de la ville. Donc voilà, il est engagé depuis la France pour le Liban et il est expert sur le sujet que nous allons aborder aujourd'hui. Donc voilà, je lui souhaite la bienvenue et j'espère que vous allez profiter de cette discussion.
Pour commencer, j'aimerais te poser une question peut-être un petit peu ouverte. Est-ce que tu peux nous faire un état des lieux sur les municipalités aujourd'hui au Liban? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui va? Qu'est-ce qui ne va pas? Alors on pourrait, c'est un sujet dans lequel on pourrait rentrer par pas mal de portes. Je voudrais juste peut-être clarifier une chose. Moi, je ne suis pas nécessairement un expert en procédure administrative et en structure politique de gouvernance des villes et des villages libanais. Ok, il faut que j'ose ma voix. D'accord. Je vais peut-être aussi me tourner un peu comme ça quand je parle. Mais par contre, par le fait d'avoir travaillé au Liban en tant qu'activiste pendant une grosse dizaine d'années, j'ai été confronté à ces acteurs. J'ai été confronté en même temps à leurs capacités, leurs incapacités, leurs problématiques et les écueils du système tel qu'il est aujourd'hui organisé. Donc c'est plutôt par le spectre de cette expérience-là que je vais plutôt mener la discussion. Donc aujourd'hui, donc il y a eu le icebreaker de Marc a été utile. Aujourd'hui, les municipalités, elles sont organisées. Voilà, quand on vote aux élections municipales, on élit en même temps un conseil municipal à la tête duquel il y a un maire. Ce maire est lui-même élu par le conseil municipal. Et en parallèle, vous votez pour les makhatir. Donc, ce sont deux acteurs un peu différents. Le conseil municipal, c'est vraiment ceux qui vont prendre des décisions sur le devenir de la ville, enfin, en tout cas théoriquement, de la ville ou du village. Les makhatir, ce sont ceux qui vont plutôt ont une fonction essentiellement administrative. Quand vous avez un ikhraj aid, quand vous avez un document administratif qui est très lié à votre état civil en général, c'est vers le mukhtar que vous vous tournez. Là, on va plutôt parler du volet politique, c'est-à-dire le conseil municipal et à la tête duquel se trouve le maire. Donc, aujourd'hui, les municipalités, le quoi? Le Raïs Baladiye. En gros, ça veut dire président de la municipalité quand on traduit littéralement. Donc le Raïs Baladiye et son conseil aujourd'hui, ils ont quand même un certain nombre de pouvoirs pour intervenir sur évidemment les choses un peu du confort et du quotidien, les voiries, le nettoyage, la réfection des voiries. Ce sont eux qui sont supposés aussi identifier les besoins des différentes municipalités, même si c'est pas eux qui payent, on va y venir derrière. Mais par exemple, quand il y a un besoin d'une école, un besoin d'un dispensaire, un besoin de quelque chose, ils sont quand même supposés définir le besoin, même si ça va plutôt être à l'État, comme on est dans un pays très centralisé, qui lui qui va venir subvenir aux besoins. C'est-à-dire que ça va pas être une municipalité qui va financer elle-même directement par ses fonds propres une école. Ça va être le gouvernement sur demande des municipalités. Donc, il faut voir les municipalités au Liban un peu comme un relais, en tout cas pour les grandes décisions, c'est un peu le relais qui permet de faire remonter les besoins du local au niveau national. Et c'est là que, en fait, ça bloque, c'est que le niveau national, il fonctionne pas bien. Et donc, on a beau faire remonter éventuellement, ça c'est si les choses sont bien remontées, ça fait que on connaît tous les blocages et les inefficacités au niveau national. Les municipalités n'ont pas vraiment d'autonomie pour produire un certain nombre de services. Et d'autant plus que leur autonomie financière est extrêmement limitée. Les municipalités n'ont pas, ou quasiment pas, je ne suis pas expert en la matière, d'autonomie financière. C'est-à-dire, elles peuvent pas lever l'impôt. Elles peuvent pas lever un impôt local. Comme c'est encore un peu aujourd'hui en France, ça l'était beaucoup plus avant, la taxe d'habitation, vous vous souvenez quand on la payait encore. Maintenant, ici en France, on a plutôt une dotation qui est fournie par l'État. Au Liban, c'est plutôt comme ça. C'est-à-dire que c'est l'État qui fournit aux municipalités. Je ne sais pas selon quel calcul savant, mais c'est l'État qui fournit les sous aux municipalités pour qu'elles puissent faire tourner leurs services. Sauf que ces financements sont notoirement trop bas. Donc, et par ailleurs, sont aussi évidemment, comme tout au Liban, soumis au réseau clientéliste, au réseau politique, etc. Donc voilà. Ça c'est un peu sur
Est-ce que toutes les municipalités reçoivent la même somme? Sûrement pas, parce que ça dépend vraiment très fortement de la taille, de la population de ces municipalités. Il me semble, je me trompe peut-être, que c'est au ratio de la population. Je sais pas si, enfin, C'est ça. c'est bien ça. De quoi? Ah, ceci, c'est une bonne question. Là aussi, c'est parce qu'effectivement, ça, c'est aussi un grand problème avec les municipalités. C'est que aujourd'hui, moi, par exemple, je suis un cas un peu extrême. Je vote dans un village où j'ai passé dans ma vie 1 heure, littéralement. Je vote au municipal et au législatif dans un village du Qatar de Raleigh qui s'appelle Rabeil, dans lequel toute ma famille a quitté au 19e siècle, et dans lequel la guerre aidant, on n'a jamais eu le moindre lien, et pourtant c'est là-bas que je vote, alors que j'ai passé toute ma vie à Jounieh et Beyrouth. Donc, et ça c'est un vrai problème, parce que finalement, vous votez pour des lieux auxquels vous n'avez pas nécessairement un attachement, et à l'inverse, vous ne votez pas pour au sein des lieux où vous vivez et où vos choix peuvent avoir un impact sur votre quotidien. Donc ça, c'est un vrai problème dans la manière dont les choses sont organisées électoralement. Après, ça a aussi peut-être une part d'intérêt malgré tout. Moi, j'ai un ami qui a été Georges Arbid, qui a été le maire de Mara-Séréchouf pendant quelques années, je pense pendant 3 ans, 3 ans, oui. Et il disait, il était moins tranché. Il disait, oui, mais au moins, ça fait que ça permet de faire vivre les villages. C'est-à-dire, ça permet de maintenir, même si c'est imparfait, ça fait que pour tant de villages qui sont désertés toute l'année, sauf en été, ça permet de maintenir un minimum d'engagement vis-à-vis de ces villages-là. Donc, c'est un débat. C'est un débat qui pourrait se mener. Pour les villages de l'extrémité comme Ain Ebel, c'est super important parce que l'hiver, il n'y a personne en fait. Exactement. Et s'ils ne votent pas, ça veut dire que voilà, il y a pas de route, il y a rien. C'est important. Tout à fait. Ça permet de maintenir un engagement. Mais en fait, il faut probablement avoir le choix, quoi. Voilà, je suis assez d'accord. C'est-à-dire qu'il y a quand même aussi beaucoup de Libanais qui arrivent à maintenir. C'est pas mon cas. Moi, ma famille a toujours été très urbaine, avec aucun rapport avec le Jabal. Mais pour beaucoup de Libanais, ce rapport existe et il peut même être très fort. Et effectivement, il peut y en avoir parmi vous ici ou beaucoup de gens au Liban qui, au contraire, feraient le choix de voter pour leur village, par souci d'appartenance, par souci d'engagement, etc., etc. Donc, je pense que c'est un débat effectivement qui est intéressant. Il y a une récente en fait réforme qui était super intéressante, c'est que la femme d'aujourd'hui, elle pouvait pas en fait se présenter dans son village. Elle devait en fait se présenter dans le village de son mari. Et récemment, ils se sont réformés et donc elle a le choix. Soit elle se présente dans son village, soit dans le village de son mari. Donc, on sait faire des évolutions de ce genre. Et je pense que ce lien avec le village, évidemment, pour moi, ça n'a aucun sens que je j'aille voter dans mon village, littéralement, parce que je n'ai pas développé, ma famille n'a pas développé un rapport à ce village. Si vous, dans votre histoire familiale, dans votre pratique du territoire, du pratique du pays, etc., vous avez ce rapport. Vous y montez tous les quelques week-ends, vous y passez l'été, vous avez encore de la famille là-bas, etc. Ça devient un choix très personnel. Ça devient un choix où est-ce que j'ai envie de porter ma voix. Donc, ça doit être lié aussi à la résidence principale. Oui, aussi, effectivement. Résidence principale, résidence secondaire. Il y a plein de manières différentes de tourner la chose, effectivement. Mais il faudrait à minima avoir le choix, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ici en France, on déménage. Normalement, vous déménagez aussi un certain nombre de choses. Bon, ça peut être compliqué pour la Sécu, par exemple, mais Il y a plein de déséquilibres avec des voteurs qui voudraient voter pour un village qui n'a aucun lien avec. Normalement, il faut quand même que ce soit contrôlé d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire que si tu décides de voter dans un village qui n'est pas le tien à l'origine,
faut que tu puisses avoir une preuve de vie dans Soit dans que cet endroit. tu vis dans ce village-là, soit tu as Un bail à ton nom, la résidence des parents ou autre. Mais Et par exemple, vous, à Alais, vous avez une maison familiale? rien du tout. Depuis le 19e siècle, la plus rien. Donc, Comment ça se fait que ce soit quand même là-bas que... Sur la pièce d'identité. c'est sur la pièce d'identité, en Le fait. registre, il est encore... Je suis toujours inscrit là-bas. Et c'est très difficile de changer les noufous, comme on dit. Exactement. En France, c'est facile. C'est difficile, ouais. Très difficile. Moi, je pensais que c'était juste des filles. Une dent, je crois. Oui, mais Ah, non, non, c'est pas le C'est les naissance. ancêtres. C'est l'appartenance. Mais il dépend de Big Fire. Parce que les papiers sont enregistrés à Big Fire. Dans le Il y a un registre en fait, chacun il a son registre. Oui, je comprends, mais moi il me semblait que c'était pas le cas dans ma famille, qu'on était justement enregistré à Jacques-les-Tibes, mais qu'on était quand même là où on habite. Non. Non. Malheureusement, non. En tout cas, ce choix n'existe pas. Ok, super. Mais ça cause aussi des vrais problèmes parce qu'à la rigueur, quand on est du point de vue des villages, il y a quelque chose de positif malgré tout. Parce que, comme je disais, ça permet de maintenir une forme d'engagement politique vis-à-vis de territoires qui autrement auraient du mal à susciter un certain intérêt. Mais quand on prend le cas de Beyrouth, il y a à peu près 350 000, 400 000 votants. Mais en fait, Beyrouth, c'est une ville d'un million deux, si je me trompe pas. 2 millions si tu prends les périphéries. Mais si tu prends le Beyrouth intramuros, le intramuros fait à lui seul 4 fois le collège électoral, 3 ou 4 fois le collège électoral de la ville. Et ça, c'est problématique parce que du coup, il y a vraiment une minorité de personnes qui en fait décident pour une majorité. Et encore faut-il que c'est... Oui, mais même si on le voyait, et même si c'était les meilleures maires du monde, le problème c'est qu'il y a une vraie anomalie démocratique dans le fait qu'aujourd'hui, le devenir des grandes villes est décidé par une minorité de natifs d'il y a des siècles, et non pas par la majorité des gens qui habitent effectivement les villes. Il n'y a pas eu de mise à jour suite à l'exode rural. Donc ça, c'est une autre grande limite du système. En termes de légitimité démocratique et de légitimité populaire, mais aussi en termes d'engagement finalement aussi. Maintenant, le Liban est petit, des petits villages qu'on va parler. Et donc là, tu as pas loin de plus grandes villes. Est-ce que tu ne peux pas grouper, faire un genre de distribution pour qu'ils ne se soient pas isolés, c'est plus un peu comme des communautés de communes. Mais il y a des communautés de communes au Liban, ce sont les Ittihad Baladiyya. Donc, Arbeil, par exemple, vous parlez d'Arbeil, c'est ça? Et normalement, même en France, les communautés de communes, au final, ou les métropoles, ou les agglos, etc., au final, vous votez pour l'échelon le plus petit. Vous votez pour votre commune, pour votre ville. Et ensuite, c'est le conseil qui... C'est ça. Et ensuite, c'est un vote indirect, ensuite, pour les élus communautaires. C'est l'élu local, en fait. Ouais, c'est là où on est directement. Ensuite, il y a un conseil qui est la communauté, la création. Donc Antoine, si je reviens un peu sur qu'est-ce qui bloque au niveau des municipalités, est-ce que tu peux me donner un exemple peut-être un peu plus concret de pourquoi aujourd'hui les municipalités n'arrivent pas à faire ce qu'elles doivent faire, pourquoi leur rôle n'est pas accompli? Alors peut-être un exemple qui en plus pour moi, venant de quelqu'un qui est vraiment de l'urbanisme, de l'aménagement des villes, de l'aménagement des territoires, c'est le fait que par exemple une ville peut demander à faire ce qu'on appelle un plan local d'urbanisme. Un plan local d'urbanisme, c'est en gros, ça part du cadastre justement, donc comme on disait avant, ce sont des propriétés, et c'est une couche supplémentaire qui vient se rajouter à la propriété et qui, grosso modo, dit dans telle partie du village ou du territoire, on peut faire ci, comment, pourquoi. Par exemple, dans cette partie, c'est agricole, on n'a pas le droit de construire sur plus de 5% de l'emprise de la... Donc, si vous avez, je sais pas moi, une parcelle de 1000 mètres carrés, vous pouvez pas construire plus de 50 mètres carrés.
qui est uniquement des choses qui sont du estetlar, donc de la mise de l'exploitation du terrain. À un autre endroit, là, c'est plutôt priorité pour le développement touristique. À d'autres, c'est vous pouvez construire du logement, mais combien d'emprise, quelle hauteur, quel rapport entre la surface du terrain et le nombre de mètres carrés que vous pouvez construire, etc., etc. Donc, ce zoning, normalement, c'est une municipalité ça s'appelle ça le zoning, en général. Déjà, ce zoning, normalement, tout le territoire libanais est supposé être couvert de ces zonings. Une bonne partie l'a fait, une autre partie ne l'a pas fait encore. Parce qu'il n'y a pas eu ce n'est pas quelque chose qui a été imposé suffisamment pour que toutes les municipalités le fassent. En plus, ça coûte cher parce que c'est pas une municipalité qui le fait elle-même. En gros, la municipalité, elle doit missionner un cabinet en général privé, un khatib alami ou autre, qui coûte cher pour produire ce document. Et le problème, c'est que, par contre, ces documents, qui sont hyper locaux, qui représentent des problématiques locales et des intérêts locaux, doivent être validés en Conseil des ministres. Et ce qui est une anomalie totale. Mais par contre, ça fait que là aussi, c'est une manière d'utiliser la centralisation comme un outil de maintien du contrôle politique par les partis politiques sur la manière dont les choses se passent au niveau local. Ça veut dire que, au final, si par exemple, toi, Hana, tu es propriétaire d'un terrain qui, moi, maire de Raïs Baladi, et je veux que pour des raisons de préservation de la nature ou autre, ou de préservation de la ressource agricole, je veux plus que tu puisses construire des logements à cet endroit-là et que finalement, ton terrain agricole, il reste agricole et que toi, ça te convient pas et que ça convient pas à un certain nombre d'autres personnes et que vous tous ou toutes, vous êtes de mèche avec un politicien qui a les bonnes oreilles au niveau du conseil des ministres, bah, tu peux flinguer le PLU, le projet et faire en sorte qu'il soit jamais signé et validé par le conseil des ministres. Donc, c'est une anomalie absolue. Enfin, ça montre à quel point la centralisation, elle peut vraiment être dans le contexte libanais, elle peut réellement être une manière de vicier les processus, en fait. Donc ça c'est un exemple parmi d'autres où ce que je pourrais dire d'autre. Et moi, je peux en profiter pour rebondir. Comment, dans ce sens, le droit de la propriété s'articule avec l'aménagement du territoire, vu qu'au Liban, le droit de la propriété est quand même assez sacralisé. Oui. Comment est-ce que Rina, qui est pas contente parce qu'elle veut construire un immeuble de 23 étages sur son territoire, le maire qui pense que ça devrait pas faire partie du plan de zoning, comment est-ce qu'on articule tout ça? Bah, en fait, effectivement, c'est écrit noir sur blanc parmi les premiers articles de la Constitution que l'économie du Liban est libérale et que la propriété privée, elle est sacrée. Bon. C'est écrit comme ça, quasiment. Je paraphrase à peine. Je compare souvent d'ailleurs avec la Constitution italienne, dont l'article 9 du préambule dit que le paysage et le patrimoine de la nation est sacré. Donc ça, c'est une comparaison quand même assez édifiante. Donc effectivement, on a constitutionnellement le droit à la propriété est protégé. Il est voire sacralisé. En France, il est protégé. Il n'est pas pour autant sacralisé. L'intérêt public, l'intérêt général est supposé primer sur l'intérêt privé. Au Liban, on a beaucoup de mal, y compris chez les gens. Hein. Avant même de parler du système politique, enfin, je pense qu'il y a quand même une psychologie sociale qui se sentirait très très heurtée vis-à-vis de ce que l'État peut imposer ou empêcher. Donc déjà, je pense qu'il y a un contexte qui fait que, surtout quand cet État est aussi mauvais, donc il est d'autant moins légitime à dire fais ci, fais ça, quand derrière, il ne fait pas grand-chose de bien. Il n'empêche que aujourd'hui, la manière dont cela se traduit, c'est que par exemple, c'est quasiment interdit. Il y a des exceptions qui sont les domaines maritimes publics, etc. C'est pas possible aujourd'hui de dire c'est interdit de construire.
tu peux mettre un taux très très bas, tu peux faire toutes sortes de galipettes réglementaires, et tu peux pas interdire à quelqu'un de construire concrètement. Il y a une sorte de droit à la construction, un droit à disposer de son bien. Et c'est très difficile de faire des retours en arrière. À partir du moment où on a ouvert à la construction et on a dit tu peux construire beaucoup, c'est très très difficile de repartir en arrière en disant bah en fait non, tu vas pouvoir construire moins à partir de maintenant. Et puis évidemment après il y a le problème de la corruption tout court. C'est-à-dire qu'aujourd'hui tous les politiciens libanais sont associés d'une manière ou d'une autre. Je prends le cas de Beyrouth, sont associés d'une manière ou d'une autre à des promoteurs immobiliers. Ils sont tous, on sait que tel est de mèche avec tel politicien, on les connaît. Enfin, on connaît les liens entre eux. Donc, et je pourrais citer des noms et des liens. Et ils sont connus de tous dans le métier. Et en fait, ça fait que les politiciens n'ont par pur conflit d'intérêt, n'ont aucune raison, aucun intérêt donc à changer le zoning de Beyrouth, qui est une catastrophe absolue. Le zoning de Beyrouth, il date des années 50. Les principes du zoning de Beyrouth ont été établis dans les années 50 par un urbaniste et architecte français, Michel Écochard, qui a beaucoup travaillé dans la région, qui fait de très beaux bâtiments, mais qui a fait un urbanisme très très mauvais. Il a construit notamment le collège protestant, pour ceux qui pourraient connaître. Et donc, qui fait que les plus grands droits à construire, donc les plus grandes densités, les plus grandes hauteurs, la plus grande capacité à exploiter son terrain se trouvent dans le centre historique de la ville. Parce qu'à l'époque, il y avait la vision d'une ville, Beyrouth doit devenir une ville moderne à l'américaine avec le business district très haut au milieu, et puis au-delà, on retrouve des choses plus basses, voire des quartiers de maisons avec jardin. Dahieh, dans la banlieue sud de Beyrouth, était supposée être une banlieue de maisons avec jardin, dans le plan de Michel Écochard. Mais sauf que beaucoup de choses ont fait que ça s'est pas produit comme ça, et la guerre civile en premier lieu, par l'afflux de beaucoup de réfugiés venant du sud. Donc, mais ça, on ouvre une autre histoire. Et donc, aujourd'hui, non seulement les politiciens n'ont aucun intérêt à partir en arrière en disant bon, on veut préserver le patrimoine, on veut préserver ce qui reste du patrimoine à Beyrouth, et donc il faut arrêter ces droits à construire qui sont complètement délirants, mais ils sont complètement sourds, mais radicalement sourds à toute reprise du zoning en ce sens. Mais même, il y a la fameuse loi de 2004 qui a augmenté encore les droits à construire. Donc, et les promoteurs immobiliers, quand vous discutez avec eux, ils disent « Ouais, mais ça, c'est nous qui avons écrit la loi. C'est nous qui l'avons écrite et on l'a fait voter. » Et ils sont très fiers de le dire. Donc, on est face à une situation où l'immobilier au Liban est quand même la seule valeur sûre, et où, même en temps de guerre, ça ne baisse pas. Et donc, en mettant ça dans le contexte d'une économie libérale, voire, enfin, libérale, faussement ultra-libérale, en tout cas libérale sur certains aspects et pas sur d'autres, et une constitution qui protège la propriété privée, qui la sacralise, et une psychologie sociale qui n'aime pas qu'on dise, n'aime pas se sentir spolié, ben, on a un cocktail qui rend très très difficile, en fait, de faire des évolutions en faveur du patrimoine, de la préservation de la nature, de la préservation des terres agricoles, etc., etc. Et donc, ça rend assez compliqué l'aménagement du territoire au Liban. Il y a plein de raisons, mais ça en fait partie. Donc voilà, on va bientôt passer au deuxième sujet, parce que sinon on va dépasser les temps. Donc si je résume bien, aujourd'hui on a un grand problème qui est la centralisation, et le Bloc national justement défend tout particulièrement la décentralisation pour que donc ce soit la décentralisation administrative ou financière, que les municipalités, les localités puissent avoir plus de pouvoir pour prendre des décisions, en tout cas répondre aux besoins locaux sans devoir passer nécessairement par l'État central tout le temps. Et juste avant de passer au prochain bloc, je m'adresse à vous tous et je vous demande donc si vous pouviez aujourd'hui décider d'une priorité d'action
dans les d'actions municipales, laquelle ce serait? Donc, est-ce que ce serait l'écologie? Est-ce que ce serait les transports? Voilà, donc j'ouvre un petit peu la discussion avec tout le monde. L'électricité. Moi, je dirais aussi l'aménagement d'espace public, parce que justement, j'étais en train d'écouter un entretien avec Chabel Lapas, qui avait travaillé sur l'espace public à Beyrouth, et notamment juste après la guerre, un plan de reconstruction, et qui parlait du fait de la façon avec laquelle le centre de Beyrouth avait été complètement tué pour justement le souk de Beyrouth, avec le projet de solidaire, etc. Et qui avait dû tuer un espace d'échange et de connaissance et de connexion entre les différentes régions, et du nord de Beyrouth et du sud, etc. Ce qui fait que on augmente un peu la peur de l'autre, parce que justement les points de contact qu'on avait avec cette autre ont complètement disparu. Le transport peut faire revenir le train du Liban. Est-ce que moi je regarde les deux trains pour faire des... Maintenant, vous parlez de propriété absolue des gens qui ont une propriété sur la mer, par exemple. Est-ce que c'est possible? Vous allez laisser faire? Est-ce qu'on peut faire un retour en arrière ou pas? Une fois que c'est un acquis, est-ce que c'est fini? Ça vient d'être mis sur les acquis là. Alors, là où ça a été construit, je vois très très mal comment on peut repartir en arrière. D'ailleurs, il y a eu des tentatives qui n'ont jamais abouti. Au contraire, en fait, au Liban, on est perpétuellement dans la régularisation des écarts par rapport aux réglementations. Par exemple, la banlieue sud qui s'est construite telle qu'elle s'est construite, ça a été régularisé une première fois au sortir de la guerre. Puis quand ça a été détruit en 2006, il a été accordé une dérogation pour reconstruire irrégulièrement et régulariser à nouveau derrière. Bref. Et par exemple, beaucoup de choses qui ont été construites sur le littoral, je me rappelle qu'il y a quelques années, il n'y a pas très très longtemps, il y a eu une campagne de régularisation financière qui a été lancée au moment où l'État s'est dit bon, je vais essayer de gratter les fonds de tiroir, mais un retour en arrière où on se dit on démolit ce qui est illégal, ce qui aurait jamais dû être construit. On n'est pas dans cette culture-là malheureusement. Je pense que ça serait bien des fois, mais donc la régularisation, elle a été faite uniquement dans l'aspect financier pour les littoraux. Voilà, c'est ça. Sur la régularisation de la construction. Non, pas du tout. C'est uniquement financier. Mais ça, c'est important. Oui, parce que l'État ne veut pas régulariser la situation urbaine. C'est ça, exactement. Est-ce qu'il y en a parmi les personnes qui sont dans l'État qui bénéficient? Oui, bien sûr. C'est ça le sujet. Et puis, le truc, c'est qu'il y a aussi beaucoup de... Le truc, c'est qu'il y a beaucoup de failles, même dans les lois. Par exemple, normalement, le littoral, à nouveau, je suis pas expert en la matière, mais pour vous donner un exemple, le littoral est supposé être protégé, doit rester accessible. On est supposé pouvoir monter, enfin, aller du nord au sud du pays sans être interrompu. Mais il y a des failles, par exemple, si vous avez un terrain de plus que 2 hectares, je crois, si vous avez un terrain de plus de 2 hectares, là, tout à coup, vous pouvez privatiser une partie du littoral et construire, je pense, je sais plus c'est quoi le ratio, l'équivalent de 50% de ce que vous avez à l'intérieur des terres sur la mer. Et donc, il y a des failles comme ça qui disent, mais c'est pas supposé être un droit, en fait, ce genre de choses. C'est, à la rigueur, il peut y avoir une logique de projet qui peut être regardée au cas par cas, mais aujourd'hui, il y a un véritable droit, en fait. Et ce qui ouvre la porte à tout. C'est ça. 2 hectares, c'est pas énorme. C'est pas énorme, 2 hectares. C'est personne dont on parle qui achètent la moitié de village. Exactement. Exactement. Mais en fait, ce qu'on peut dire aujourd'hui, qu'il y a toujours un espoir. Je ne sais pas si vous avez suivi. Oui, effectivement. Salam est revenu sur un décret que Miati avait fait pour la privatisation de quelques littorales. Donc il est revenu dessus. Oui. Et donc voilà, c'est juste pour dire qu'il y a toujours un espoir et on peut toujours faire quelque chose. C'est arrivé à temps. Attends, heureusement. Voilà. Il y avait si ça avait été construit, je doute qu'il ait pu le faire. Est-ce que l'eau et les transports,
Ça, ce sont des problèmes politiques. Il faut répondre à madame, quels sont des aspects environnementaux ou municipaux-environnementaux, les transports. Par quoi faut-il commencer s'il y a des priorités? Moi, je pense que si on commence par le transport, ça va, par coup de neige, toucher un peu l'environnement, améliorer l'environnement, il y aura peut-être moins de voitures, donc moins d'élargissement de routes ou d'autoroutes, aller dans les montagnes, où l'urbanisme est totalement saccagé par les routes énormes qui traversent le site. Pourtant, dans des routes, par exemple, comme celle des Alpes, toutes les canalisations sont... Oui, mais Ça, c'est un gros problème. ben ça, c'est supposé être un truc réglé localement, par exemple. Ça fait partie. Et justement, si on prend donc toutes ces problématiques, en fait, on a peut-être tendance à zoomer, à se focaliser sur certaines problématiques et des solutions peut-être assez concentrées. Mais est-ce qu'on peut peut-être plutôt, est-ce que ce serait pas mieux de parler d'aménagement du territoire? Et si oui, est-ce que tu peux déjà nous expliquer qu'est-ce qu'est l'aménagement du territoire, s'il te plaît? Alors, effectivement, chacune de ces choses chacun de ces aspects ou de ces problématiques est importante en tant que telle. Et je trouve qu'il y a un écueil à les réfléchir au cas par cas, séparément, parce que tout est lié. Par exemple, la question des transports, elle est très liée. Par exemple, si on part du point de vue il y a trop d'embouteillages. La ville, elle est congestionnée. L'autoroute, mes parents sont à Jounieh et je vis avec eux, mais ma vie, elle est à Beyrouth. Donc les embouteillages Jounieh-Beyrouth, je connais. Et en fait, certes, il y a une part du problème qui est liée à la limite des infrastructures, leur gabarit qui est insuffisant, l'absence de transport en commun, etc., etc. Mais il y a aussi une question qui est liée à l'aménagement du territoire. C'est-à-dire que on a ouvert, on s'est engouffré dans un schéma où les emplois sont à Beyrouth, les gens vivent en dehors de Beyrouth. On a un zoning qui a ouvert la porte à la spéculation immobilière, avec très peu de réglementation par ailleurs sur cette spéculation immobilière qui fait que les prix sont montés en flèche tant dans les achats que dans les locations. Ça fait qu'en même temps, on a ouvert à l'urbanisation énormément de territoires de plus en plus loin de Beyrouth. On a permis au prix d'augmenter à Beyrouth, qui fait que les gens qui y travaillent ne peuvent plus s'y loger. Et en même temps, on n'a rien fait pour décentraliser l'activité économique qui se trouve dans Beyrouth. Tout ça fait que il y a ces mouvements pendulaires qui sont énormes entre les banlieues et la ville-centre. Et on peut bien sûr se dire de toute manière, pour partie, c'est un peu trop tard. Aujourd'hui, je pense qu'on va avoir beaucoup de mal à rétablir ce genre d'équilibre qui sont inscrits dans la pierre aujourd'hui, qui sont inscrits dans le paysage. Mais l'origine du problème, très souvent, c'est l'absence de vision cohérente des choses. C'est-à-dire de vision qui permettent de croiser les différentes problématiques. L'économie n'est pas étrangère à la spéculation immobilière, laquelle n'est pas étrangère au zoning, lequel n'est pas étranger à la manière dont on organise les transports dans la ville, depuis et vers la ville, etc., etc. Tout ça est extrêmement lié. On est à des années-lumière de ce type de réflexion au Liban. Il y a eu une tentative qui est le schéma directeur pour le territoire libanais qui a été produit entre les années 90 et début des années 2000, qui a été produit avec un financement et un soutien scientifique de la région Île-de-France, à l'époque où la région Île-de-France avait un bureau à Beyrouth et s'impliquait beaucoup à Beyrouth. À l'époque, d'ailleurs, Chab El-Nahas était une des personnes qui avait travaillé sur ce plan, par ailleurs, vu qu'on l'a cité. Et en fait, ce plan, effectivement, il faisait ce travail-là. Il disait, voilà, il y a des grands équilibres qu'il faut respecter, ou au contraire, essayer de trouver. Il y a des périmètres où il faut, des régions, des secteurs où il faut protéger la ressource agricole, des régions où il faut plus construire. Enfin, il y avait une vraie réflexion. C'est un gros document de plusieurs centaines de pages qui est très bien fait, qui est encore valable pour partie, même s'il devrait certainement être mis à jour. Mais sauf que ce document est arrivé à un certain point au Parlement. Il devait être approuvé au Parlement pour commencer à avoir
une dimension opposable. Opposable, c'est-à-dire que elle peut s'opposer à quelque chose que tu veux faire. Sauf que ça n'a jamais été le cas. Et plein de plans. Par exemple, aujourd'hui, en fait, on a que des zonings qui disent tu peux construire quoi, à peu près, quoi, comment. Et par ailleurs, ce sont des zonings qui sont très souvent extrêmement mal faits. Par exemple, à Enfé, pour vous donner une idée, à Enfé, donc c'est un des endroits sur lesquels j'ai beaucoup travaillé, on a une zone, un très beau, par ailleurs, village historique, et on a ouvert à l'urbanisation, la dernière version du zoning qui a été fait, je sais plus, en 2006-2007, quelque chose comme ça. On a ouvert à l'urbanisation un territoire qui fait, je pense, 5-6 fois la taille du village. Là où aujourd'hui il y a des oliveraies, parmi les plus belles oliveraies que je connaisse. Et on a ouvert au développement touristique, là où il y a les dernières salines, donc là où on vient exploiter le sel. C'est parmi les plus grands champs de salines de l'Est de la Méditerranée, si ce n'est les plus grands, avec rien, aucune construction à part ces salines, les oliveraies, des rochers avec une végétation de bord de mer qui n'existe quasiment plus au Liban, et un monastère pour partie d'époque byzantine, pour partie d'époque croisée, pour partie d'époque ottomane. Et en fait, on a un zoning qui a décidé, bon bah tout ça, c'est du développement touristique. C'est à côté de quelle ville? C'est juste après Chekka. Avant Trablos. Avant Tripoli, t'es à 15 minutes de Tripoli. Ouais. C'est très joli. C'est dommage que ça. C'est les photos avec les petites maisons blanches et bleues. Les blanches et bleues, ouais. Et donc en fait, donc les zonings existent. Un, sont insuffisants. Deux, sont très souvent mauvais. Je vais donner l'exemple de celui de Beyrouth, je vais donner l'exemple de celui de Enfé. Là, comme ça, j'en connais pas beaucoup qui soient très bons. Mais en fait, au-delà des zonings, il y a des master plans. Un master plan est supposé donner une vision de comment un territoire doit se développer. C'est supposé dire, voilà, on veut que renforcer le logement ici, on veut créer des polarités commerciales là, on veut les renforcer, on veut que les transports en commun se déroulent de cette manière-là, les trams paysagères, les trams vertes, c'est comme ça qu'elles doivent s'organiser. Le littoral, comment est-ce qu'il s'organise aussi, le rapport entre la ville et la banlieue, enfin, tout ça, c'est supposé avoir un master plan pour ça. Et ça, il y a très peu de villes à Beyrouth au Liban qui ont pris l'initiative d'en avoir. Il me semble que Douma l'a fait. Ouais. Voilà. Il me semble que Douma l'a fait. C'était Antoine Fech, je crois. Et toi, tu as un autre nom en tête. Il n'était pas seul de toute manière. Hein. Mais ça dépend d'un ministère ou pas? Alors, normalement, c'est une initiative locale, mais qui doit ensuite avoir une traduction réglementaire qui, elle, peut être locale, mais qui doit avoir la signature du Conseil des ministres. C'est une fois que vous voulez faire une route, vous n'êtes pas simplement dans le local. Alors, faire une route, ça dépend du type de route. Il me semble qu'il y a des routes où, effectivement, au niveau local, ça peut être suffisant. Si ça devient des routes intercommunales, je pense qu'il commence à y avoir des signatures des ministres des Travaux publics. Enfin, je sais plus à quel moment ça bascule au niveau ministériel. Mais par exemple, vous donner une idée, il y a des choses qui sont complètement folles. C'est-à-dire que il y avait cette à Bayet, dans le nord, dans le Raqqa, il y a eu un scandale qui a eu lieu parce qu'il y a un politicien ou le fils d'un politicien qui a voulu absolument faire sa McMansion en haut d'une colline où il n'y avait rien. Donc non seulement une belle colline, c'est un député même, je pense, une colline absolument magnifique dans un Hadi Wikechi, Hadi Hbesh, voilà, merci. Donc Hadi Hbesh, un paysage qui était complètement vierge, il débarque, je veux ma maison sur cette colline-là. Donc non seulement maintenant il y a une crotte sur la colline, mais en plus de ça, il n'y a pas que la maison, il y a la route qui monte. Et en plus, quand on pense à la route, c'est pas genre de A à Z quand on a des nivelés à monter, c'est des lacets. Il y a eu 400 ou 500 chaînes qui ont été arrachées pour que monsieur puisse monter avec ses convois à sa maison. Et ça, on est à cheval sur le fait qu'il y a une impunité.
Et sur le fait que, en fait, il n'y a rien dans le zoning qui l'empêche concrètement. Il n'y a rien qui dise, en fait, ça c'est des forêts et ça c'est des forêts et tu touches pas. Et en plus, voilà. Et en plus, il y a des niveaux de protection, mais qui là aussi dépendent des ministères. Par exemple, de quoi? Il y a quand même, alors il y a des réserves. Il y a des réserves nationales qui, elles, sont préservées. Il y a des réserves municipales qui s'appellent les HEMA. Notamment NFA, le maire de NFA a voté, le conseil Baladi, le conseil de la municipalité a voté à l'unanimité l'établissement d'une HEMA très ambitieuse, mais concrètement, le niveau de dureté légale de cela est très faible, c'est-à-dire qu'un citoyen qui a les sous peut contester en fait ces réserves municipales. Il peut contester le fait que ah ben non en fait moi je veux construire, le zoning me permet, la loi me permet, ton truc là je m'en fous. Tout comme d'ailleurs même entre les ministères, c'est-à-dire que le ministère de la Culture peut refuser la démolition d'un bâtiment historique, mais derrière si tu as les moyens, tu peux payer un avocat qui dit oui mais en fait j'ai aucun mécanisme, la loi ne prévoit aucun mécanisme de compensation, résultat ton refus de démolition il est caduc et bam. Et ça marche à tous les coups. Parce que la jurisprudence, elle est celle-là, aujourd'hui, au niveau du Conseil d'État. Donc, il y a des failles dans tous les sens, aujourd'hui. Donc, il y a vraiment quelque chose à reprendre dans l'éducation et dans la structure aussi. Oui, et dans la structure politique, dans la structure réglementaire, etc., etc. C'est pas très réjouissant, hein. Donc, en fait, on parle d'aménagement de territoire, master plan, de zoning, etc. Et tout à l'heure, on a parlé de Dahi, la banlieue sud de Beyrouth. Et aujourd'hui, dans un Liban d'après-guerre, après la destruction de la totalité de Dahi, comment est-ce qu'on peut repenser justement l'aménagement du territoire de Dahi? Est-ce qu'il doit s'agir, et du sud, bien sûr, pardon. Mais je parlais juste dans un master plan peut-être de la ville de Beyrouth, mais bien entendu du sud également. Est-ce que ça doit passer par un plan national? Est-ce qu'on doit passer justement, quel est le rôle des collectivités, des municipalités? En tout cas, pour le bloc national, on ne doit pas refaire la même erreur de 2006. Et on devrait vraiment, ça devrait être un plan national auquel les municipalités et les agents locaux vont participer. Mais il ne faut pas que ce soit laissé juste à une certaine partie, un certain parti qui doit gérer. Et à partir de ça, comment est-ce que toi tu vois cette reconstruction et l'aménagement du territoire, justement quelles sont les opportunités? Peut-être c'est pas réjouissant, mais comment est-ce qu'on pourrait en profiter pour tirer quelque chose de positif peut-être? Alors l'exemple de la Dahi est intéressant parce que en 2006, après les destructions déjà très majeures, aujourd'hui elles sont pires de loin même, je crois. Il y a eu à l'Ayoubie un groupe de profs et d'élèves, etc., qui ont fait une proposition, une très belle proposition qui a d'ailleurs été publiée, d'ailleurs, elle peut être trouvée à l'Ayoubie, sur comment est-ce qu'on pourrait reconstruire Dahi autrement, en travaillant autrement les densités, en trouvant des solutions au stationnement, en donnant plus d'espace, donc aux espaces publics, aux espaces verts, etc. Donc en gros, de sortir de la logique qui est de la régularisation permanente de ce qui est illégal, parce que derrière, le Hezbollah voulait reconstruire Metel Mahiyeh, Metel Makenet. C'était reconstruire pareil. Donc que chaque personne qui avait un appartement ici, dans cet immeuble, sur cette parcelle, retrouve un appartement de la même taille ici, sur cette même parcelle, dans cet immeuble. C'était ça le discours. On peut comprendre qu'il y ait eu une sorte d'urgence, on peut comprendre qu'il y a eu aussi, que c'était aussi une manière de rassurer les gens qui avaient perdu leur maison, et on leur disait, vous inquiétez pas, vous allez retrouver pareil. Mais derrière, c'était une opportunité manquée de faire des choses mieux. Je dis pas qu'il fallait revenir. Et tout le centre-ville qui a été exproprié et refait sur un plan, on peut faire la même chose. On a des gens qui ont des taux de propriété, on leur a donné des actions, ça se passe pas quoi. Et on a peut-être fait on peut faire la même chose avec le Hezbollah. Non, mais de toute manière, Solidaire est une... Pas de Hezbollah. C'était lui à l'époque. Mais ceci... 2006. Non, on parle de maintenant. Oui, mais non, mais
de toute manière, ce qui a été fait à Solidaire, c'est-à-dire l'expropriation pour faire, en ne laissant plus aucune place aux gens qui habitaient historiquement le quartier, ça c'est quelque chose que, de toute manière, n'est pas souhaitable et qui est complètement aberrant. Mais il y avait moyen de se dire qu'on peut juste construire autrement, qu'il ne s'agit pas de chasser les gens. Au final, il ne s'agit pas de revenir au plan écochard, de dire on va refaire des jolies maisons avec des jardins. Il faut prendre acte qu'il y a une population ici, qui est là, qui vit là, qui travaille là, qui a des relations sociales, il y a un tissu social qui existe à cet endroit-là qu'il faut respecter. Qui a toute légitimité à être là. En réalité, il ne s'agit pas de refuser la légitimité aux gens qui sont là d'être là, mais il y avait moyen de leur offrir en réalité à eux en premier lieu de meilleures qualités de vie en fait, de meilleures qualités de vie, de meilleures conditions, un meilleur environnement, etc. Et ça a été refusé parce que il fallait aller vite, il fallait que le Hezbollah garde la mainmise sur la vision, il fallait voilà. Donc et ça, c'était dans l'après 2006, ouais, effectivement. Maintenant, quoi. Aujourd'hui, on ne sait pas. Honnêtement, je ne sais pas ce qui va se passer. On attend des finances. Et justement, comment est-ce qu'on peut repenser justement ce qui serait bien, c'est qu'il y ait... Moi, je me rappelle, il y a quelques années, j'ai des amis qui ont travaillé à Saïda, sur une région qui s'appelle le Dam Mufarez. Enfin, ils appellent comme ça, c'est terrible ce mot-là. Dam Mufarez, ça veut dire la fusion et redivision. C'est en fait, vous savez, quand vous rentrez à Saïda depuis Beyrouth, à un moment, à votre droite, vous avez la mer, vous traversez un pont, à votre gauche, vous avez des vergers d'orangers et de palmiers, etc. quand vous traversez le Awali. Et donc, toute cette région-là, il y a eu un plan pour l'ouvrir à l'urbanisation. Dans un plan de Dam Mufarez, c'est-à-dire qu'on défonce le parcellaire agricole, on fusionne tout et on redivise en parcelles à construire. Donc, il y a eu quand même un peu il y a eu des oppositions qui ont été, y compris de la part d'activistes assez brillants dans le coin. Et il y a eu Habib Debes qui a travaillé, enfin qui a été ramené sur le coup, qui est un urbaniste qui malheureusement est décédé il y a 1 an ou 2, qui lui a travaillé sur le plan vert pour Beyrouth, enfin qui a fait beaucoup de bonnes choses, y compris dans l'après 4 octobre. Et en fait, pourquoi je raconte cette histoire? Oui, et l'idée c'était de déclencher, de prendre acte du fait que Saïda, il y a une pression foncière, immobilière très forte, et que les gens ont besoin de se loger autour de Saïda. De prendre acte sur le fait qu'il y a des gens dont ces biens sont un peu plus ou moins les seules ressources, mais aussi du fait qu'il y a une richesse paysagère qu'il faut absolument conserver. Donc, les activistes n'ont pas dit, bon, ils ont essayé de trouver quelque chose d'un peu pragmatique où, ok, si on veut construire où, est-ce que c'est le long de cette rue-là, le long d'ici, etc., pour garder d'autres endroits qui, eux, resteraient agricoles, ouverts au public, etc., etc. Et donc, ils ont élaboré avec Habib Debes un master plan. Et ce master plan devait servir derrière au zoning. Donc, en fait, la bonne traduction, c'est quoi? C'est de faire un master plan qui répond à des enjeux, qui répond à des potentiels, qui répond à des besoins, qui répond à des richesses paysagères, à des richesses patrimoniales, etc. On détermine de cette manière où est-ce qu'il faut développer, où est-ce qu'il faut reconstruire, ou selon quelle relation, selon quelle logique, etc. Et derrière, on établit un zoning, un PLU, on a ça plan local d'urbanisme ici en France. L'outil n'est pas mauvais, le problème c'est soit son absence, soit la manière dont il est mis en place, qui en fait traduit réglementairement les objectifs et les préconisations et les principes du master plan. Et sauf que là aussi, le processus s'est bloqué au milieu. Aujourd'hui, il n'y a rien qui se passe ni en bon ni en mauvais, bref. Et tu vois, Antoine, il faut attendre que si les vergers existent encore, cette mobilisation sert. Elle sert, et en fait, les mobilisations ont servi à beaucoup de choses. Aujourd'hui, à Enfe, le projet s'est pas fait, alors que la personne derrière est très très puissante et a fait beaucoup de lobbying avec aussi l'aide de quelques religieux. Enfin bref, voilà.
Adélie, à Beyrouth, l'hôtel que la famille Hariri voulait construire en face des rochers de Raouché ne s'est pas fait. L'autoroute Fouad Boutros ne s'est pas faite. Bessré ne s'est pas fait. Alhamdulillah. Ça, c'était le plus grand des combats, j'avoue. Donc, en fait, oui, les mobilisations servent. Et elles ont servi. Elles ont souvent servi même. Mais bon. Donc on imagine que déjà, si on se mobilise, on arrive à au moins bloquer des projets néfastes. Ouais. Imaginons demain, s'il y a des municipalités un peu compétentes, des gens qui sont un peu réformistes, imaginons qu'est-ce qu'on pourrait faire. Ah, mais clairement. Parce qu'en fait, clairement. Ça commence déjà par les médecins. Oui, bien sûr. Qui est en charge à l'heure actuelle? Il y a un ministère en charge des projets. De l'aménagement du territoire. Ouais. Alors, avant la guerre, on avait un ministère pour ça. Avant la guerre, on avait un ministère spécialement pour ça. Je pense que c'était le ministère du plan ou un truc comme ça. Ouais, quelque chose comme ça. Merci. Et aujourd'hui, il n'y a plus de ministère dédié. Et la direction générale de l'urbanisme. Le ministère de la Culture ne s'occupe que des permis de démolition des bâtiments potentiellement patrimoniaux. C'est tout. En fait, c'est éclaté entre les ministères. Et on a une direction de l'urbanisme, hein, tout comme on a une direction générale de l'urbanisme, mais dont les pouvoirs sont extrêmement limités. Elle a été désossée au sorti de la guerre par Hariri. Enfin bref, tout a été fait pour dérégulariser un maximum de choses en réalité. Hein. Petite zone au bord de l'aéroport quand on atterrit sur la gauche, toutes ces maisons de couleur qui est un squat en fait. C'est quoi exactement? À l'origine, c'était les plages Saint-Simon, Saint-Michel. Et ce sont des. Après, moi, j'ai un avis moins tranché que d'autres sur cet espace-là. Moi, je suis quelqu'un qui croit que quand il y a des gens qui viennent habiter ou faire des choses quelque part en ville, c'est que le besoin existe et qu'on peut pas venir dire c'est pas bien si derrière tu n'offres pas une alternative. Si derrière tu n'offres pas la possibilité. Si aujourd'hui, en fait, à l'origine c'était assez drôle. J'aime bien cette histoire parce que ça fait parmi les étrangetés de la guerre civile, c'est-à-dire que c'était des plages essentiellement fréquentées par plutôt la bourgeoisie. Qui avaient des petits chalets, etc., qui construisaient leurs petits chalets en bord de mer, etc. Par ailleurs, de quoi? Il y avait une grande plage. Oui, bien sûr, c'était la plage Saint-Simon et Saint-Michel. Donc c'était cette bourgeoisie qui était très contente d'avoir des plages. Ah. Il y avait une plage libre. Ah oui, Ramlet El Baïda, elle existe toujours celle-là. Non, moi je parle plus loin. Plus loin, c'est plus sud, plus au sud. Voilà, c'est ça. Il y avait une plage libre là-bas. Et donc ces plages-là, bon, à l'époque c'était une fréquentation quand même relativement aisée. Et par ailleurs, à l'époque, bon, ça semble moins embêter les gens quand c'est des jolis petits chalets en bord de mer qui eux aussi sont construits sur le domaine maritime public, mais voilà, ça fait partie des deux poids deux mesures des fois qu'on a dans l'appréciation des choses. Mais en fait, quand il y a eu la guerre, ce sont il y a eu des gens qui ont en fait, ces plages et tout le quartier derrière Ouzéa, ce qui est aujourd'hui Ouzéa, a été peuplé essentiellement par des réfugiés. Et qui sont les premiers réfugiés qui se sont installés ici? Ce sont essentiellement les populations chiites qui ont été virées par les chrétiens, les phalangistes chrétiens, donc de Nabaa, Karantina, etc. Donc en fait, ils ont été peuplés initialement par des gens de Beyrouth. Puis après, il y a eu des gens qui, à mesure que le conflit s'approfondissait, que les Israéliens sont rentrés dans le jeu, que des gens ont commencé à quitter le sud, que la banlieue sud elle-même a commencé à, même si elle avait déjà commencé à se développer avant même la guerre, parce que exode rural faisant, il y avait beaucoup de gens qui commençaient à vouloir venir dans Beyrouth, mais qui trouvaient pas à se loger dans Beyrouth, donc ils se logeaient plutôt à l'extérieur de Beyrouth, dans ces terrains qui étaient initialement. Il y a Mona Fawaz qui a fait toute sa thèse sur le sujet d'ailleurs, un très beau travail, qui avant même la guerre avait déjà commencé, les communautés chiites avaient déjà commencé à s'installer dans ces régions-là, parce qu'en fait c'était les terrains libres en fait, au sud de Beyrouth, et la guerre a accentué ce mouvement. Donc en fait, aujourd'hui, ces populations se sont installées, elles ont développé des liens sociaux, les familles ont grandi, les gens sont nés là, etc. Et fini, c'est un quartier insalubre. Je dis pas qu'il faut le foncier.
aussi, appartient à l'État. Quand c'est sur du foncier maritime, c'est à l'État, oui. Et là, c'est illégal, mais il y a aussi des cas de ce qu'on peut appeler de squat, c'est-à-dire des gens qui habitent sur des terrains qui appartiennent à des gens, souvent justement des grandes familles chrétiennes par ailleurs, pas que chrétiennes je crois, mais en tout cas des familles de la bourgeoisie beyroutine historique, et qui aujourd'hui, bon, ils ont leur terrain qui est occupé par d'autres. Mais le problème là aussi, c'est qu'effectivement, c'est par contre souvent des conditions extrêmement insalubres. Donc il y aurait un intérêt à relocaliser ces personnes ailleurs, mais il faut vraiment les relocaliser quelque part. Il y avait le projet Elissar, vous voyez à Jnah, tous ces bâtiments qui sont là, qui ont été construits dans les années 90, et un peu dans les années 2000. Ce projet était supposé en partie reloger les gens qui habitent là, sauf que d'autres personnes ont habité, et finalement, Ouzé représente une fonctionnalité qui est utile en ville. Elle permet de loger des gens qui n'ont vraiment pas les moyens d'habiter ailleurs. Elle permet de loger des personnes, des migrant workers, donc tout comme d'ailleurs Nabha, le fait aussi. Elle permet aussi de trouver des tas de choses, de trucs de recyclage, de la quincaillerie, etc., qu'on trouve nulle part ailleurs à Beyrouth, à des prix aussi compétitifs. Donc en réalité, ces quartiers illégaux ont légitimité à exister. Après, où est-ce qu'on les relocalise éventuellement? Comment? Pourquoi? Où? Enfin, c'est un autre sujet. Donc, parce que les conditions de... Moi, j'ai rien contre... Le problème, c'est que... C'est très insalubre. Oui, voilà. Comme c'est organisé de manière à ce que ce soit il ne faut pas de la Le problème, c'est que... la contrebande, je sais pas quoi. Non, là, il n'y a pas de sujet de contrebande, etc. Enfin, peut-être, mais c'est pas en tout cas ce qui ressort de ces quartiers-là. C'est juste qu'aujourd'hui, il faut... C'est ça, c'est que c'est insalubre, en fait. C'est surtout ça. Justement, l'État pourrait, si jamais ils ont une légitimité, l'État devrait... Avec les master plans, c'est des favelas. C'est ça. C'est une sorte de favelas. Et... D'ailleurs, par rapport à ça, on a les nouveaux transports publics qui commencent à entrer, justement, à avoir des lignes un peu régulières dans ces, il y a une ligne ces quartiers. Ouais, justement, qui passe par Dark, etc. C'est bien. Et justement, ouais, c'est peut-être en termes d'inclusion, en termes de reconnecter la ville. Je me souviens d'un de tes travaux, justement, qui était sur la division urbaine de Beyrouth. Ouais. Et avec des projets, justement, transversaux comme ça, peut-être que c'est un moyen également de reconnecter les gens et les villes entre eux. Par exemple, on été récemment peint, cette année, toutes ces façades ont été peintes de couleur. Oui, c'est par un philanthrope qui est né là, qui a fait fortune, je sais plus trop où et comment. Ils ont fait à Zaytoun, quelqu'un à Zaytoun. Justement, moi, je vais en profiter sur ce qui a été dit, pas mal de choses assez optimistes et positives. Est-ce que tu peux peut-être nous donner l'exemple de quelques municipalités qui ont pu montrer une autre voie, qui ont montré comment justement on peut œuvrer dans les prérogatives qui leur sont données, même si elles sont limitées, pour répondre aux besoins locaux et pour faire avancer les choses autrement. Donc, est-ce que tu peux nous donner des exemples et nous dire comment est-ce qu'on peut s'en inspirer pour justement continuer à aller dans ce sens-là? Alors, oui, il y a quand même des villes qui font des choses bien, et ça existe, ça arrive, ou d'autres qui font pas nécessairement des choses mal aussi. Moi, je pense à Jbeil, c'est celle que tout le monde connaît le plus. C'est une ville qui quand même a réussi à maintenir son centre historique, qui même dans ce qui est autour de son centre historique. Oui, mais Jbeil, tu pensais à quoi? À Jounieh, oui, effectivement, on pourrait. Mais Jounieh est un cas effectivement plutôt intéressant. Et donc Jbeil, même dans la manière dont l'entrée vers s'est organisée, a été réorganisée avec des shuttles, avec une entrée vers le site un peu différente, avec la municipalité qui a été construite. Bon, je ne suis pas très fan des façades pseudo vieille pierre qu'ils ont réalisées, mais ça c'est une considération esthétique. Mais clairement, il y a eu une volonté de trouver une cohérence, de créer une sorte de vision, d'avoir des petites navettes électriques, enfin. Et
Et globalement, c'est une ville qui est hyper agréable. Moi, c'était mon terrain de jeu quand j'étais enfant. Donc, C'est là que tu as voté, en fait. why not? Why not? Ma meilleure amie est une Kordahi de Jbel, etc. Je pense que si on se marie, peut-être qu'il y a moyen de, en sortant du patriarcat, il faut sortir du patriarcat, toujours. Et donc, Zahlet pour l'électricité. Zahlet pour l'électricité, je n'ai pas beaucoup plus d'informations sur Zahlet, à part le fait qu'effectivement, ils ont mais je pense que c'est un héritage du mandat français, cette histoire, il me semble, mais qui a réussi à maintenir cet héritage, par ailleurs. Il y a Menjez, qui est c'est un village pour lequel j'ai beaucoup d'affection. C'est un village qui est extraordinaire. On est aux confins du Liban, on est à la frontière nord avec la Syrie, sur le Mar el-Kabir. C'est dans le Raqqa, et c'est un petit village où il y a une richesse historique, culturelle qui est extraordinaire. Il y a en même temps un temple romain, le seul au Liban, qui est construit en basalte, parce que la plaine du Raqqa est une plaine basaltique, c'est une ancienne plaine volcanique. Il y a un monastère sur le Nahr el-Kabir, qui est lui-même construit en partie sur une forteresse croisée. Il y a un patrimoine religieux et architectural en pierre noire, donc en basalte, et il y a même des tombes néolithiques, des dolmens, des tombes néolithiques en forme de dolmen qui ont été récemment rénovées, je pense, par les Italiens. Et c'est un village qui est extraordinaire, avec un maire qui est extrêmement vif, qui va chercher des financements, qui développe des touristic trails. Comment s'appelle le village? Menjez. Tu connais le nom du maire? Non, pas le village. Et c'est Menjez. Ça vaut le détour. Pour le coup, c'est un gros détour, mais ça le vaut. Ouais, et là, c'est un maire qui a une vision et qui se démène dans tous les sens pour chercher des financements, pour ramener les Italiens, ramener les Français, ramener les Polonais, etc., pour financer tout un tas de choses. Et je pense aussi à Enfé, où il y a le maire et le conseil municipal qui a voulu, avec les moyens qui étaient les leurs, en prenant en compte les sensibilités locales, en prenant en compte la puissance du mec qui voulait faire un grand truc immobilier là où se trouvent les salines de Der el-Natour, qui ont réussi, petit à petit, avec du lobbying, à créer une réserve, à soutenir le projet de faire passer Enfé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et c'était, pour le coup, j'ai eu la chance de travailler sur le dossier qui a été accepté pour que Enfé rentre au patrimoine sur la liste indicative du patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc, a réussi en fait, avec les moyens qui étaient les siens, qui a réussi en fait à faire reconnaître la valeur de son village, de ses paysages, de son patrimoine, etc. Il y a aussi des choses, des petites actions qui sont le plus sélectives. Beaucoup de bien sûr, essayent, ils sont bloqués avec bien sûr des personnes qui ne veulent pas faire leur truc. Les municipalités essayent de faire leur travail, mais c'est les personnes qu'il faut éduquer en permanence. Exactement. Et moi, je pense à Georges Arbid, à Marin Séréchouf aussi, qui avait beaucoup essayé de travailler sur pour bien ancrer et permettre aux habitants de mieux tirer profit de leurs terres agricoles, de trouver des financements pour faire des réseaux d'adduction d'eau et d'irrigation, etc. Qui a essayé de discuter avec les propriétaires de terrain qui voulaient construire des maisons pour essayer d'améliorer l'architecture pour qu'elle soit aussi cohérente que possible avec l'identité du village. Enfin, donc, en fait, à ce stade, il y a moyen. Si je reviens sur Enfé, le maire n'a pas voulu entrer en confrontation. Je pense qu'il n'en avait ni la volonté, ni le pouvoir nécessairement de s'opposer radicalement à la personne qui voulait faire certaines choses sur son territoire. Mais il a réussi à faire reconnaître, peut-être même par le propriétaire lui-même, parce qu'on a vu même une évolution
son discours à lui avec le temps, de faire reconnaître qu'il y avait certaines valeurs du paysage qui devaient être respectées. Ça a été reconnu par l'UNESCO, ça a été reconnu par l'État, ça a été reconnu par son conseil municipal, etc., etc. Donc, il y a moyen. Et du coup, il faut voter au municipal. Il faut voter au municipal, il faut voter pour des gens, autant que possible pour des gens qui ont une vision. C'est le plus important, en fait. Il faut essayer de voter pour des gens qui ont une vision, qui ont des bonnes intentions. Ils pourront probablement... Il faut qu'il y ait un programme. Dans mon village, il y a 2 listes, une n'a pas de Lequel, ton village? Je vois Richard. Ok. Donc il y a une sans programme et une avec un programme. Il est bien ce programme? Il a arrêté parce que quelqu'un d'autre est venu à sa place, il a donné à sa sœur. Ah oui, ok. Des histoires libanaises. Ok, je vois. Mais... Pardon, vas-y, s'il te plaît. Bah, moi, je voulais te demander, en fait, on a parlé de l'État central, on a parlé des municipalités, on a fini d'ailleurs sur une touche assez positive de ce qu'on pouvait faire. Et j'aimerais boucler la boucle en parlant du rôle du citoyen dans tout ça. Donc, comment est-ce qu'aujourd'hui le citoyen peut s'impliquer? Quel est le rôle du citoyen, toi qui étais activiste, qui a travaillé sur beaucoup de projets? Comment est-ce qu'on délimite peut-être? Comment est-ce qu'on va jongler entre le citoyen qui a quelque part aujourd'hui au Liban remplacer l'État, ce qui n'est peut-être pas souhaitable parce qu'on voudrait quand même que l'État et les localités reprennent leur rôle fonctionnel, et en même temps les checks and balances, là où on a toujours le citoyen qui revient à l'appel et qui met les points essentiels sur le plan qu'on va développer, en tout cas qui définit les besoins sur lesquels doivent se focaliser les municipalités et l'État central. Bah, en fait, effectivement, moi j'ai eu une pratique d'activiste qui a été je suis très très heureux d'avoir pu mener avec des gens extraordinaires au Liban. Donc, comme tu l'as dit au début, moi j'étais à Paris. Et merci les technologies, merci WhatsApp, merci les voices de WhatsApp, le nombre de choses, il faut faire ci, il faut faire ça. Enfin bref, mais en fait, il y a une particularité quand même dans la manière dont cet activisme s'est déroulé, c'est que ça n'a pas été qu'un activisme d'opposition. Ça a été que ce soit pour Fouad Boutros, que ce soit pour Unfe, que ce soit pour Bessere, que ce soit pour Délié, etc., etc. Il y a toujours eu, et que ce soit à Saïda, comment il s'appelle, l'El Madina Initiative. Voilà, l'El Madina Initiative des gens de Saïda. Ils ont un super site internet d'ailleurs où ils ont documenté tout leur travail, toutes les études qu'ils ont menées et tout. Ils sont extraordinaires. Et ça a toujours été en même temps une opposition à des choses jugées nocives, néfastes pour le territoire, le patrimoine, les espaces publics, la cohésion sociale, etc., etc. Mais ça a aussi été un activisme de proposition. Pour Fouad Boutros, la stratégie qu'on a suivie, c'était de dire que, ok, tous ces terrains qui ont été expropriés dans les années 70, profitons-en, c'est un parc, on en fait un parc. Et donc, le slogan de la campagne, c'était « Stop the highway, build the park ». C'était vraiment ça le slogan. C'était pas que de la négative, c'était la proposition. Et effectivement, aujourd'hui, surtout après le 4 août, il y a une sorte d'impulsion parce que beaucoup des bâtiments qui avaient été expropriés par la municipalité dans les années 70 ont été endommagés par l'explosion. Il y a eu toute une dynamique un peu de revalorisation de ces quartiers, etc., issus de l'explosion, qui fait qu'aujourd'hui, petit bout par petit bout, moi je ne suis plus du tout impliqué, il y a d'autres personnes qui ont pris le relais, notamment des gens de Urban Lab de l'EIB, etc., qui ont pris le relais pour faire beaucoup de lobbying auprès de la municipalité, des différents ministères, etc., pour réaliser ce parc. Et ce parc n'est pas très loin de pouvoir être réalisé aujourd'hui. À la place de l'autoroute. En fait, entre Hekme et la rue principale de Marmkhaï. Et ce projet n'est pas très loin de pouvoir être réalisé aujourd'hui. À Bessere, on a porté en parallèle une vision de préservation de la ressource agricole. Par exemple, les meilleures fraises du Liban sont produites à Bessere. Il y a un temple romain à Bessere. C'est une des vallées qui est les plus riches en termes d'archéologie de tout le Liban. Elle est unique au Liban. C'est la seule vallée à fond plat de tout le mont Liban. Donc avec tout un travail sur le tourisme culturel, le tourisme vert,
Ils etc. sont protégés, ces temples dans la nature, comme ça. Ils sont pas pillés, ils sont pas saccagés. Donc, Écoute, globalement, on a beaucoup de temples qui sont livrés à eux-mêmes au Liban. On a à peu près 110 temples au Liban. Hein. On parle de 4 ou 5. Il y en a 110 des temples romains. J'ai visité les 2 tiers, les 3 quarts d'entre eux. En général, ils sont tranquilles. Là où ils sont pas nécessairement bien protégés, où il y a eu du vandalisme, des fouilles illégales, etc. C'est essentiellement dans l'anti-Liban. C'est essentiellement dans l'anti-Liban. Partout ailleurs, ils sont globalement plutôt protégés. Quoique, il y a quand même quelques cas qui sont pas ouf, mais globalement, ça va. Ils sont repérés, les habitants font attention. C'est pas toujours heureux. Par exemple, vous savez que le 2e plus grand ensemble de temples au Liban, après Baalbek, se trouve dans un petit village de Dominique qui s'appelle Sphire. Il y a 5 temples romains dans un petit village. Et sauf que bon, il y a une sorte d'acropole en fait. Et sauf qu'il y a des bâtiments qui ont été construits tout autour. Là aussi, manque aucun planning. Mais les temples eux-mêmes sont safe. Personne ne les a touchés, personne ne leur a fait du mal. Les villageois sont très fiers de ce patrimoine, etc. Donc au final, pardon, j'ai un peu perdu. Mais c'était la question de savoir quel est le rôle du citoyen. Je ne sais vraiment plus comment je suis arrivé à là. Non, mais ça rentrait dans la suite, en fait. Mais je pense que les habitants, globalement, ne sont pas inconscients de leur patrimoine. Après, il y a plein de choses qui font que parfois, ils ferment les yeux, soit parce que leur seule ressource, c'est leur terrain, soit parce que il y a des trucs politiques, soit parce que voilà, il y a souvent des choses très pratico-pratiques qui font qu'en fait, les gens finissent souvent par fermer les yeux sur certaines choses. Ça ne veut pas dire que derrière, ils ne valorisent pas. Mais il faut leur donner les moyens de valoriser. En fait, souvent, valoriser son patrimoine est une forme de luxe, malheureusement. En fait. Mais du coup, le citoyen, donc voilà, c'est ça. Je vois comment on est arrivé à là. Donc, on était vraiment dans de l'activisme de proposition. Je pourrais parler des heures de Besseret. Ça a été un des combats les plus beaux que j'ai pu mener. J'adore cet endroit. Et donc, à Enfe, pareil, l'argument phare, c'était que oui, on veut donner du travail aux jeunes, etc. Ce projet touristique va apporter, ça va être très bien pour l'économie locale. Sauf que cette économie qui est alimentée uniquement par de l'immobilier de luxe et par un tout petit peu de ports de plaisance et de restaurants de luxe, etc., ça va offrir quoi? Enfin, ça va offrir des petits boulots de serveurs et de serveuses sans offrir de perspectives plus vastes que cela. Alors que nous, du coup, on a essayé de construire autre chose. On a essayé de construire la vision d'un projet, une vision pour un projet qui fait vivre l'économie locale autrement. On a fait plein de propositions d'agritourisme, de tourisme vert, de cycles, de tourisme équestre, de tourisme religieux, de créer de nouveaux chemins de randonnée, d'imaginer une production, relancer la production du sel, parce qu'on a les 2 ingrédients du savon et des spas et des saunas. On a l'huile d'olive d'un côté, la production de sel de l'autre. Il y a tout ce qu'il faut, on a des paysages de ouf, etc. Donc il y a tout ce qu'il faut pour développer une offre, voire même une offre de luxe en fait, en tout cas orientée sur le bien-être, etc. On a commencé à proposer des tas de choses de ce genre. Donc aujourd'hui, le truc, c'est que cet activisme de proposition, on arrive à arrêter des choses, c'est incertain et c'est jamais pérenne, mais voilà. On arrive de très rares fois à faire accepter de nos propositions. Je pense à Fouad Boutros notamment. Par exemple, aujourd'hui,
BSR s'est arrêté, mais il n'y a rien qui se passe. La NFE s'est arrêtée, mais il n'y a rien qui se passe. On aimerait qu'il y ait de belles choses qui se passent. Or, ça, l'activisme n'est pas suffisant. Très souvent, c'est extrêmement aléatoire d'arriver à produire des choses. Donc, le mot de la fin, c'est qu'aujourd'hui, si on veut avoir des chances d'aller au-delà de l'opposition et qu'on veut arriver à porter des visions alternatives pour la manière dont nos territoires sont développés et la manière dont on vit dans nos territoires, il faut voter. Il faut voter au municipal, il faut voter aux législatives l'année prochaine aussi. Et il faut bien voter, surtout, pour les bonnes personnes. Par exemple, ici, à un moment donné, en France, il y avait une opposition à un aéroport et que l'activisme peut se passer au niveau des personnes, des citoyens qui s'opposent à un projet. On peut mobiliser des gens pour un projet ou contre un projet. C'est pas seulement attendre qu'une municipalité soit élue et qu'elle décide. On peut aussi avoir des projets intéressants pour les MP ou qui s'est arrêté. Il peut y avoir un mouvement de mobiliser les citoyens pour faire avancer. Allez, on veut ça. Mais à nouveau, c'est aléatoire. C'est se rendre. Je suis totalement d'accord. Il faut à minima qu'il y ait ça, s'il n'y a rien d'autre qui puisse être fait. Mais le problème, c'est que c'est très aléatoire. C'est-à-dire qu'on reste soumis, la réalisation de ces choses-là reste soumise au bon vouloir des personnes qui sont au pouvoir. Et donc, ce qu'il faut, c'est arriver au pouvoir. C'est le moyen le plus efficace de réaliser ce qu'on a rencontré. Avec de bonnes intentions, quand même. Avec de bonnes intentions. Mais on en a plein. Voilà. Bon, aussi pour conclure, je vous invite déjà tous, ceux qui peuvent, à aller voter. Ce sera le rôle du citoyen. Pour ma part, je me suis engagée au Bloc national. Donc, pour ceux qui sont intéressés, vous avez bien entendu les 20 minutes. Plusieurs membres du Bloc national sont parmi nous. N'hésitez pas à leur poser toutes les questions que vous avez. Et voilà, après cette belle invitation à voter, je vous invite à manger et boire avec nous. Je vous remercie infiniment pour d'avoir été avec nous et en espérant vous revoir très prochainement au prochain After Work. Merci beaucoup Antoine et merci à vous.